Vous restez convaincu que le MAC ne peut pas investir le professeur Maurice Kamto à l'état actuel des choses, après ce qui s'est passé à Bafoussam dimanche dernier? J'ai failli vous dire que ce débat ne me concerne absolument pas. Il ne concerne pas absolument l'ORDPC parce que l'ORDPC entend traiter des principes généraux, des règles qui nous régissent, qui régissent notre société. On n'a pas besoin de s'attarder sur des cas personnels. Et pour pouvoir dire, effectivement, pour revenir sur un cas personnel, puisqu'on voit très bien qu'il y a une visée sur ce que le destin d'un parti politique de manière précise, je dois vous dire qu'en ce qui concerne nous dans le RDPC, nous attendons toutes les formes de candidature en sachant que, au-delà du fait d'être représenté à l'Assemblée nationale ou dans une instance qui a été indiquée par le code électoral, il y a toujours mille et une possibilités. Donc, toutes ces candidatures-là, supposées ou réelles, aujourd'hui, nous les attendons. La deuxième chose également, c'est que nous ne sommes pas en ce qui concerne nous, le RDPC, nous ne pouvons pas nous ériger en une instance électorale pour pouvoir décréter que telle ou telle personne, en fonction de telle ou telle chose, ne pourra pas être candidat. On laissera le soin. Mais ça, c'est l'honorable qui parle. Attendez, écoutez, ça, c'est vous. Je suis le RDPC. Représentant de RDPC sur le plateau, et donc, fort de ça, il ne nous appartiendra pas. Il y a deux instances qui parleront de ce sujet-là, qui sont le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel. Cela dit, j'ai été très content de venir sur ce plateau aujourd'hui parce que c'est un débat intellectuel qui m'intéresse beaucoup, et vous voyez très bien que, même dans votre introduction, vous avez laissé parler de sémillants professeurs, comme ils aiment bien s'appeler, et je peux vous assurer que j'en ai plus ou moins rigolé parce que je vois très bien que dans l'analyse, pour aller droit au but, parce que j'ai vu qu'ils ont pris tout le temps de l'émission, je crois qu'il y a une confusion fondamentale qui est faite entre les conséquences du mandat impératif et également le point de la représentation. Sur le point de la représentation, j'avais également commis à l'endroit, effectivement, là aussi, d'un certain nombre de propos qui avaient été tenus par le professeur Abba Ouyono. J'avais commis un article pour lequel j'attends toujours la réponse jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que la question qu'il avait posée, est-ce que la notion de représentation, telle que nous l'envisageons, doit être interprétée dans les mêmes conditions que l'on soit dans le domaine commercial, dans le domaine civil ou dans le domaine politique? Ce débat-là mérite d'être tranché, et en tout état de cause, la personne qui tranchera le moment venu, c'est le Conseil constitutionnel qui le tranchera. Et pour cette raison-là, moi, je ne veux pas m'ériger comme en défenseur d'une cause parce que j'ai fait plein de bêtises. Ce problème n'aurait pas lieu aujourd'hui si les gens étaient ancrés dans les fondamentaux de la vie démocratique et avaient fait ce qu'il leur avait été demandé de faire. Et donc, pour cette raison-là, je suis sûr qu'on ne s'entendra pas du tout. Mais je peux vous assurer que fondamentalement, je suis d'accord avec ce que le professeur Issoba a dit tout à l'heure. Les lois ne doivent pas être lues de manière parcellaire. C'est une articulation, une architecture qui se tient. Lorsque vous prenez l'article 3 de la Constitution et qu'il vous dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, vous ne pouvez pas lire cette disposition-là et ne pas la mettre en perspective par rapport à ce que dit la plupart de l'ensemble des articles, y compris celui que vous avez lu tout à l'heure, l'article 121, qui vous dit que c'est des partis politiques qui représentent. Et d'ailleurs, quand vous vous appuyez pour pouvoir dire, on a dit que les partis politiques représentent, dans toute l'architecture de notre code électoral, vous verrez toujours que c'est les partis politiques qui représenteront. Et tout simplement là, pour pouvoir donc assumer cette fonction-là qui leur a été accolée, qui est celui de concours à l'expression du suffrage. Or, nous arrivons ici à un débat qui nous met en face par rapport à notre propre citoyenneté. Et c'est pour ça que j'envisage que l'article 121 est une forme de sanction. Vous êtes un parti républicain, il y a la Constitution qui vous impose un certain nombre de fonctions, vous devez les remplir, mesdames et messieurs. Dès lors que vous ne les remplissez pas, on en tirera les conséquences nécessaires. Et donc, pour cette raison-là, article 121, on vous dit effectivement, quand vous n'avez pas de parti représenté à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas être candidat, sauf si vous prenez d'autres artifices, notamment en recourant aux 300 signatures. Et après cela, le débat devait s'arrêter. J'entends tout à l'heure le professeur dire cette loi-là, cette disposition serait inconstitutionnelle. Pas du tout. C'est le même article, je n'ai pas la Constitution sous mes yeux, qui renvoie ces problèmes de réglementation-là
à une loi particulière, à partir de là, au niveau de la Constitution, qui dit, et d'ailleurs, il me semble très bien, parce que là, quand vous commencez à envisager les disciplines, vous dites vous n'avez pas le droit de toucher à ça. De mes connaissances primaires que j'ai de la constitutionnelle, tête de loi, c'est deux choses qu'on regarde, les critères. Est-ce que ça remet en cause les droits fondamentaux des citoyens? Première chose. Deuxième chose, est-ce que la disposition qui a été prise concourt à déséquilibrer les pouvoirs tels que nous les connaissons, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Dès lors que ces conditions-là ne sont pas remplies, on ne peut pas parler de la constitutionnalité de loi en la matière. Et donc, pour cette raison-là, je crois nécessairement qu'il faut attendre tout simplement que le Conseil constitutionnel définisse ce qu'on entend par représenter. Je voudrais résumer. L'article 3 de la Constitution dit concours au suffrage universel. Et une des conséquences de cet article-là, on soumet à une approbation préalable d'une candidature à l'acceptation d'un parti politique. Par ailleurs également, puisqu'on parle de mandat de représentation, dans la vie publique, nous avons plusieurs formes de représentation et plusieurs formes de contrats que nous concluons. Il y a des problèmes de forme qui vont certainement se poser. Par exemple, lorsque vous avez envie de vous marier, vous allez parler de vous marier devant l'évêque. Vous allez devant une instance qui est appropriée, qui va recueillir l'ensemble des consentements des époux, qui est de dire est-ce que vous avez vraiment consenti ou que vous voulez vous marier, vous allez dire oui, monsieur le maire. De la même façon que pour un certain nombre d'actes également, il y en a que l'on pouvait faire sous seing privé, c'est-à-dire que pour des sommes, des petits contrats, vous pouvez le faire sous seing privé, on admettra. Mais à partir du moment où ça dépasse un certain montant, une certaine valeur, on va vous dire que vous devez certainement faire un acte authentique pour cela. Et il y a des contrats qui sont soumis à des actes authentiques. Dans le cadre de cette représentation-là, tout au l'air, qui mérite d'être définie par le Conseil constitutionnel, il y a un formalisme auquel on ne peut pas échapper. À quel moment est-ce que le consentement est censé être formé? Et à quel endroit ce consentement-là est exprimé? Le consentement, de mon point de vue, est exprimé auprès de l'autorité électorale à partir du moment où on commence à poser des dossiers de candidature. Et il me semble qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. La personne qui dit effectivement j'ai démissionné d'un parti et que je suis parti me réfugier dans un autre parti, à quel moment là ce consentement-là a été établi? Il ne sera établi qu'à partir du moment où, en début de processus, il y a un candidat qui va vers un parti politique pour être adoubé par ce parti politique-là et que le parti politique prenant le dossier en charge le présente à l'ECAM pour pouvoir dire voilà mon candidat. Hors de ce cadre-là, il n'y a pas une expression de consentement qui soit envisagée. Et donc, quand on dit effectivement le mandat impératif est nul et que par conséquent également c'est le mandat représentatif, et d'ailleurs vous voyez très bien que dans cet article que j'arrache entre vos mains, même l'un des plus grands défenseurs qui est Abba Oyono, il a évolué dans le sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Il en résulte des dispositions qui précèdent que la Constitution a clairement institué le mandat représentatif. C'est le mandat, c'est la représentation nationale du député et donc, ainsi de suite. Et donc, il reconnaît qu'en réalité, quand on parle de mandat impératif, il ne s'agit pas nécessairement des rapports entre l'élu et le parti. C'est tout simplement lui donner une compétence pleine et entière, de telle manière à ce qu'il ne soit pas sujet à des pressions de groupes d'individus, même y compris en dehors même de son propre parti. Et donc, cette confusion-là qui est faite, c'est elle, effectivement, qui brûle le débat. Mais si vous extirpez cette confusion-là, vous verrez très bien qu'il y a une harmonie entre l'article 3 de la Constitution qui doivent concourir au suffrage, à l'expression du suffrage et l'ensemble des autres articulations qui disent que chaque fois qu'il y a une candidature qui se profile à l'horizon, c'est un parti politique qui doit le présenter. Honorable Mout, on va rester à l'Assemblée nationale. Au sortir du double scrutin de février 2020, c'était 8 partis politiques. Oui. Ça n'a pas changé? Oh, je crois que ça n'a pas changé. Et le FCC? Il conserve son mandat, mais pour le moment, il est considéré, si vous pouvez me permettre l'expression, il est non apparenté. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun parti politique.